Lorsque les policiers ont répondu à des signalements d'un intrus armé au domicile d'une famille aisée à Beverly Hills, ils ne s'attendiront pas à découvrir le bain de sang qu'ils ont trouvé. Dans la maison de 9000 pieds de carrés, les autorités ont découvert 2 corps sans vie. La scène était atroce. José Menendez et sa femme Kitty avaient tous les deux été abattus à plusieurs reprises avec un fusil de chasse. Pendant des mois, les enquêteurs ont soupçonné que le crime organisé était lié au meurtre, en raison de la brutalité et du statut de José en tant qu'homme d'affaires dur. Mais en 1990, des enregistrements avec leurs psychologues ont révélé que ce sont les 2 fils de José et Kitty qui étaient responsables des meurtres horribles. Après leurs aveux en thérapie, ils ont été arrêtés et accusés du meurtre de leurs parents, la police alléguant que le couple fortuné avait été tué pour l'argent. Mais tout n'était pas comme il y paraissait, car ce qui s'est déroulé lors de leur premier procès était une histoire d'abus atroces et de désespoir pour échapper à une situation cauchemardesque. Rejoignez-nous pour ce documentaire alors que nous examinons une famille en pleine tourmente, l'affaire brutale des frères Menendez. José Menendez est né le 6 mai 1944 à La Havane, à Cuba, où il a passé la majeure partie de sa jeunesse. Ce n'est qu'à l'âge de 16 ans, alors que la révolution cubaine commençait, qu'il a déménagé aux États-Unis pour vivre chez des parents éloignés en Pennsylvanie. Après avoir obtenu une bourse de natation, José a fréquenté l'université Southern Illinois, où il a rencontré Mary Louise Kitty Anderson, et une romance fulgurante s'est ensuivie. Le couple s'est tout de suite entendu et a commencé à passer tout son temps ensemble, puis le 8 juillet 1963, ils se sont mariés. Selon José, sa famille n'a pas immédiatement soutenu son choix, mais il a écarté leurs inquiétudes en déclarant « si je suis assez âgé pour vivre seul à 16 ans, je suis assez âgé pour me marier à 19 ans ». À la fin de l'été, le couple a déménagé à New York, où José s'est inscrit au Queens College et a obtenu plusieurs diplômes en économie et en comptabilité. Ils ont passé une brève période dans l'Illinois, mais sont retournés à New York en 1968, où Kitty a donné naissance au premier enfant du couple, Joseph Lyle, le 10 janvier de cette année-là. Kitty a ensuite quitté son emploi d'enseignante pour devenir femme au foyer, et la famille l'a déménagé dans le New Jersey. Leur deuxième fils, Eric Galen, est né le 27 novembre 1970. Lyle et Eric ont grandi à Hopewell Township et ont fréquenté la Princeton Day School, un établissement privé et prestigieux situé dans la riche commune de Princeton, dans le comté de Mercer, New Jersey. Au cours des années 80, le succès de José dans la vie s'est accru alors qu'il gravissait les échelons de sociétés telles que Hertz Corporation, la société de location de voitures, puis RCA Records, un label appartenant à Sony Entertainment. Dans ce dernier poste, il a signé et travaillé avec des groupes comme Duran Duran et Eurythmics, finissant par obtenir le titre de directeur des opérations, ce qui lui rapportait un revenu de 500 000 $ par an. Enfants, Eric et Lyle semblaient ne manquer de rien. Sous l'insistance de leur père, ils ont commencé à pratiquer des sports et lorsqu'ils avaient 9 et 12 ans, il les a forcés à choisir une activité particulière sur laquelle se concentrer. Les 2 garçons ont choisi le tennis, qui était apparemment la préférence de leur père, et ils ont continué avec des régimes d'entraînement stricts même pendant leur adolescence. Eric a ensuite noté « Nous sommes des prototypes de mon père ». Il voulait que nous soyons exactement comme lui. José voulait que ses enfants soient compétents en sport et brillants académiquement, pas seulement sportifs. Il leur donnait apparemment des livres de motivation dont ils devaient réciter des passages et il les appelait jusqu'à 5 fois par jour.
pour vérifier comment avançaient tous leurs devoirs, leur travail en classe ou leur entraînement de tennis. Plus tard, en 1989, Lyle a observé « Mon père souffrait d'être perfectionniste ». Cela se répercutait sur sa vie à la maison et c'était parfois difficile pour Eric et moi. À tel point que, s'il n'arrivait vraiment pas à faire quelque chose assez bien, cela le minait énormément mentalement. Et cela nous pesait aussi. De même, ceux qui connaissaient tant Kitty et José ont souligné qu'ils étaient très attentifs à l'image publique de leur famille. Ils cherchaient à donner l'image d'une famille parfaite à l'extérieur et poussaient tôt leurs enfants à réussir, même si les choses étaient très différentes à huis clos. En 1986, la famille a déménagé de l'autre côté du pays, du New Jersey vers le sud de la Californie. Après que José ait accepté un nouveau poste à la tête de la division vidéo domestique de Coralco Pictures à Los Angeles, la nouvelle maison de la famille faisait 8000 pieds carrés sur près de 14 acres de terrain à Calabasas. Mais bien que José ne connaisse que le succès, sa femme Kitty avait du mal à s'adapter. Pour elle, déménager sur la côte ouest était dévastateur. De plus, pendant leur mariage, José lui était ouvertement infidèle, et elle a de nouveau été dévastée par son infidélité. Son ancien thérapeute a plus tard témoigné lors du premier procès des frères Menendez que Kitty avait été suicidaire à un moment donné, après avoir découvert que, pendant qu'il vivait à New York, son mari avait eu une liaison pendant 8 ans. Des rapports ultérieurs ont indiqué que, tandis que José était autoritaire et exigeant, Kitty souffrait de dépression, d'alcoolisme et de toxicomanie. Après le déménagement, Eric a intégré le lycée de Calabasas. Lyle, de près de 3 ans son aîné, est resté à Princeton et a débuté des cours à l'université. Il aurait été refusé par l'école après son diplôme, mais a repostulé sur l'insistance de son père, qui rêvait de voir son fils aîné intégrer une université de l'Ivy League. Sa deuxième candidature a été acceptée, en grande partie grâce à ses compétences de joueur de tennis, plutôt qu'à ses talents académiques, et cela s'est vite vu, car Lyle aurait eu du mal à s'adapter à la rigueur académique et aux attentes que l'école avait pour lui. Pourtant, d'après tous les témoignages, il a fait de son mieux pour réussir, même si ses notes restaient de moyenne. Cependant, les choses se sont rapidement dégradées pour Lyle, accusé de plagiat dès son premier semestre. Il aurait copié les devoirs de son camarade en psychologie et tenté de les présenter comme les siens. À la suite de ces accusations, Lyle a dû assister à une audience de 4 heures, après quoi le comité disciplinaire a délibéré pendant 1 heure avant de revenir avec 2 options pour le jeune homme de 19 ans. Il pouvait accepter une suspension d'1 an ou être expulsé définitivement. Lyle a choisi la première option. Lorsque José l'a appris, il a tenté de faire appel auprès de l'université pour que son fils soit réintégré, mais la décision avait été prise et l'école n'a pas cédé. Mais ce n'était pas la seule chose qui tourmentait la famille Menendez alors. Alors qu'ils étaient en Californie, Lal et Eric se sont vite impliqués avec un groupe de garçons aisés soupçonnés de cambrioler des maisons locales pour s'amuser. Eric a finalement été impliqué dans au moins 2 vols, au cours desquels plus de 100 000 $ en argent et en bijoux ont été dérobés. Quelques jours seulement après avoir été accusé de cambriolage, son père a récupéré la grande majorité des objets volés et les a remis au bureau du shérif. José a aussi fait un chèque de 11 000 $ pour les objets de valeur non retrouvés. Suite à ces actes, Eric a écopé d'une mise à l'épreuve, de travaux d'intérêt général et d'un suivi psychologique obligatoire. Sa mère, Kitty, consultait un psychiatre à l'époque et a demandé une recommandation pour son plus jeune fils afin de pouvoir l'inscrire en thérapie. Peu de temps après, Eric a commencé à consulter le psychologue Jérôme Ozil. Une autre action notable d'Eric à cette époque fut qu'il écrivit un scénario qu'il appela « Ami ». L'œuvre raconte l'histoire d'un jeune homme riche dont l'histoire commence lorsqu'il tue ses parents pour toucher l'héritage. Après l'arrestation des frères Menendez en 1990, beaucoup ont désigné cette œuvre de fiction comme preuve du mobile derrière les meurtres. En 2017, ABC News s'est entretenu avec Craig Signorelli, l'ami et camarade de classe d'Eric, qui a écrit le scénario avec lui. Craig se souvient. «
Je me rappelle avoir parlé de la scène d'ouverture, et juste de l'idée que nous devions établir un crime, que le protagoniste devait obtenir un héritage pour qu'il puisse réellement réaliser son rêve de créer ce terrain de chasse pour humains. Les deux garçons ont écrit que le personnage principal, un jeune homme de 18 ans nommé Hamilton Cromwell, qu'ils décrivaient comme sophistiqué et séduisant, commence l'histoire en lisant à propos de l'argent que son père avait l'intention de lui laisser à sa mort. Hamilton entre alors dans la chambre de ses parents la nuit avec des intentions sinistres. Selon Craig, l'histoire ne porte pas simplement sur un jeune homme qui tue ses parents pour de l'argent. Ils voulaient juste que leur personnage hérite d'argent afin qu'il puisse agir selon les besoins de l'histoire. Craig a déclaré « Je suppose qu'il y a 3 façons de le faire. Soit vous gagnez à la loterie, soit vous travaillez très très dur pendant un an et, de 18 à 19 ans, vous gagnez 100 millions de dollars, soit vous devez trouver un moyen d'en hériter. Et pour nous, la seule option, à part gagner à la loterie de façon réaliste, était de passer par un héritage. » Et donc cela a été posé comme la scène de base. En 1988, après la première altercation d'Eric avec la justice, José a décidé de déménager la famille. Ils se sont installés à Beverly Hills, dans une maison de 840 mètres carrés avec 6 chambres sur Elm Drive, dotée d'une piscine privée et d'un court de tennis. Bien que Lyle soit finalement retourné à l'université de Princeton en 1989, après sa suspension d'1 an, la réussite académique lui est restée hors de portée. Il aurait détesté l'université et parlait de se transférer ailleurs, ajoutant qu'il n'y était que parce que c'était ce que ses parents voulaient et attendaient de lui. Sa petite amie l'a présenté à Donovan Goodrew, qui est vite devenu le meilleur ami de Lyle à l'université. Selon les médias, Donovan était prêt à rédiger les dissertations de Lyle pour qu'il puisse continuer à Princeton, mais ses notes y sont restées faibles, ce qui a entraîné des mesures disciplinaires académiques. Il a finalement quitté Princeton à la fin de 1989, après le meurtre de ses parents. Au printemps de 1989, le frère de Kitty a rapporté que José en avait assez des échecs de ses enfants à réussir dans la vie. Entre Lyle qui peinait à exceller à Princeton et Eric qui s'est retrouvé impliqué dans la criminalité plusieurs années plus tard, les garçons ne répondaient pas à ses attentes strictes. À cette époque, José a suggéré qu'il déshériterait ses enfants. En repensant à sa relation difficile avec leur père, Eric a déclaré plus tard que c'était brutal, douloureux, tortueux, et pourtant je l'admirais, parce qu'il était tellement fort, et il représentait tout ce que le succès était, tout ce qu'on m'avait appris que le succès devait être. Le 20 août 1989, José, âgé de 45 ans, et Kitty, âgée de 47 ans, ont été abattus et tués dans le salon de leur maison à Beverly Hills. José avait été abattu à bout portant à l'arrière de la tête, puis touché 3 fois de plus aux membres. Kitty, quant à elle, a reçu 4 balles dans la tête et 5 balles dans le corps. Des rapports indiquent que la mère de 2 enfants tentait de ramper pour s'éloigner avant les tirs mortels. Il s'est avéré plus tard que 2 jours plus tôt, Eric et Lyle avaient visité plusieurs armureries dans l'espoir d'obtenir des pistolets. Mais à cause du délai d'attente de 2 semaines prévu par la loi sur les armes à feu, ils ont acheté des fusils de chasse et des boîtes de munitions à la place. Un voisin se souvenait avoir entendu une série de bruits secs au loin dans le quartier cette nuit-là, mais il a déclaré « Je n'y ai pas prêté attention, je n'ai même pas pensé que cela pouvait être des coups de feu, surtout dans ce coin. » Après avoir tué leurs parents, les frères Menendez ont ramassé les douilles laissées par leurs armes avant de quitter la résidence. Ils pensaient que la police arriverait tout de suite et ont été surpris qu'aucun agent ne vienne pendant qu'ils nettoyaient. Après avoir quitté la maison de leurs parents, ils ont jeté leurs vêtements ensanglantés et enterré leurs armes le long de Mulholland Drive. Ensuite, ils sont allés au cinéma acheter des billets pour Batman, qu'ils comptaient utiliser comme alibi. Mais ils ont abandonné ce plan à cause de l'heure indiquée sur les billets et se sont rendus à la fête Taste of LA au Santa Monica Civic Auditorium à la place. Environ 1h30 plus tard, les opérateurs du 911 ont reçu un appel bouleversé d'un jeune homme se présentant comme Lyle Menendez, âgé de 21 ans. Il sanglotait. Ils ont tiré et tué mes parents.
Il a dit qu'Eric et lui venaient de rentrer et avaient retrouvé leurs parents morts chez eux. Lorsque la police est arrivée, Eric, maintenant âgé de 18 ans, aurait hurlé en étant recroquevillé en boule sur l'herbe, en sanglotant. Les policiers présents ne s'attendèrent pas à l'horrible bain de sang qu'ils allaient autodécouvrir. L'inspecteur de police de Beverly Hills, Leslie Zuela, a déclaré « Kitty portait du blanc. Elle était couverte de sang. José avait reçu un tir de fusil de chasse derrière la tête. Du sang partout, c'était vraiment horrible. » Les experts médico-légaux ont rappelé que c'était la scène de crime la plus brutale, avec du sang et de la matière cérébrale éclaboussée partout. L'ex-détective de Beverly Hills, Dan Stewart, a ajouté « du sang, de la chair, des fragments de crâne ». Il serait difficile de décrire, surtout José, comme ressemblant à un être humain que vous pourriez reconnaître. C'était à ce point-là. Le coup de fusil reçu à la tête par José avait provoqué une déformation du visage. Les frères Menendez sont restés fermes lors des interrogatoires de la police. Ils ont dit que la nuit des meurtres, ils voulaient devoir permis de tuer, le dernier James Bond, mais les files d'attente étaient trop longues, alors ils ont choisi le nouveau Batman. Ils sont ensuite allés au festival Taste of LA et ont affirmé avoir essayé de joindre un ami qu'ils avaient prévu de retrouver plus tard dans la journée, mais qu'ils n'avaient pas réussi à le faire. Ainsi, ils sont rentrés chez eux. Ils ont affirmé qu'à leur retour, le portail et la porte d'entrée étaient ouverts. Les enquêteurs ont d'abord soupçonné une implication du crime organisé en raison de la nature brutale et violente des décès. Un ancien cadre supérieur se souvenait que José était de loin l'homme d'affaires le plus brillant et coriace avec qui il ait travaillé. Il avait toujours une longueur d'avance sur la concurrence. Après avoir rejoint Carolco Pictures, le père de 2 enfants a montré sa détermination en supprimant immédiatement 383 emplois et en fermant le bureau coûteux de la société à Woodland Hills, en Californie. L'entreprise avait perdu 20 millions en 1986, mais sous la direction de José, elle a rapidement prospéré, gagnant 8 millions en 1987 et le double en 1988. Au cours de sa longue carrière, José a noué des liens avec toutes sortes de personnes, y compris Sylvester Stallone, qui siégeait au conseil d'administration de Carolco Pictures, ainsi que les musiciens Barry Manilow et Rick Springfield. Il a aussi fréquenté des personnes peu recommandables. Selon People.com, en 1986, Carolco Pictures a commencé à acquérir IVE, abréviation de International Video Entertainment, une société distincte. À l'époque, Yves appartenait à Noel Bloom, qui a été décrit comme un distributeur de films classé X et qui, à un moment donné, avait des liens avec la mafia. Même si l'accord a été conclu avant que José n'intègre Carolco, il a eu des liens avec Bloom, qui réclamait un demi-million de dollars. Le problème a été porté devant les tribunaux, puis Carolco a réglé à l'amiable. Un autre accord a vu la société Bexac, qui possédait 80 magasins audio-vidéo, être racheté. Maurice Lévy, son propriétaire, a été condamné en 1988 pour avoir conspiré à extorquer des paiements à un grossiste de disques. Ces transactions commerciales douteuses ont amené les enquêteurs à supposer qu'il existait un lien entre elles et la mort de José et de sa femme. Même les vérifications d'antécédents les plus poussées n'ont rien révélé pouvant orienter la police vers un suspect. Le travail de José ne semblait donc pas expliquer sa disparition. Il n'a pas fallu longtemps avant que les enquêteurs ne tournent leur attention vers les frères Menendez, qui avaient récemment touché une assurance de 400 000 $ après la mort de leurs parents. À l'automne 1989, Lyle a commencé à dépenser sans compter, achetant une Porsche Carrera, une montre Rolex à 15 000 $ et une cargaison de vêtements dans une boutique haut de gamme, dont 5 chemises en soie à 90 $ chacune. Le montant total s'élevait à environ 600 $. Un employé du magasin de vêtements que Lyle avait visité notant « Nous avons déjà eu de plus grosses ventes, mais jamais en 4 minutes. » Semblant désormais se sentir libéré des attentes et des projets de ses parents pour lui, Lyle a abandonné Princeton et a commencé à parcourir les entreprises locales à la recherche de celles qu'il voulait acheter.
En janvier 1990, il a acheté le Chuck Spring Street Café, un lieu de rencontre populaire pour les étudiants, pour plus d'un demi-million de dollars. Le gérant du restaurant, Gus Tangelos, se souvenait que Lyle était très travailleur et passait la plupart de son temps à l'entreprise. Un jour, le jeune homme est arrivé et a commencé à mélanger la sauce pour ailes de poulet, sans même changer sa tenue coûteuse. Gus se souvenait. « J'ai dit, patron, pourquoi faites-vous ça ?» Il a répondu. « Il faut prendre soin des gens, on ne peut pas les laisser attendre trop longtemps. » C'est ce que j'appelle un homme d'affaires agressif. Le restaurant étant réputé pour ses ailes de poulet Buffalo, Lyle a finalement renommé l'établissement Monsieur Buffalo. Il a prévu de le réaménager sur le thème de l'Ouest et voulait ouvrir d'autres restaurants dans des endroits comme la Californie. Il rêvait de devenir un véritable homme d'affaires et de gagner de l'argent dans l'immobilier, et il a créé Menendez Entreprises d'investissement, une société écran dans laquelle il prévoyait d'injecter de l'argent après avoir reçu son héritage. Son premier employé fut un autre étudiant de Princeton, David Rose, âgé de 20 ans, qui a été engagé comme consultant. David a ensuite affirmé qu'il avait mené ses propres recherches sur Lyle et son frère, mais il a noté qu'il n'y avait rien de vraiment intéressant dans leur passé. Il a dit « Je n'ai vu aucun signe psychologique permettant à quelqu'un de commettre un tel crime. Je ne me fie pas à ses paroles, je me fie à mes propres recherches. » Eric, quant à lui, avait ses propres ambitions élevées. Il voulait faire de la politique, mais malgré ses rêves, Eric n'a pas immédiatement intégré ce milieu. Au lieu de cela, il a tourné son attention vers le tennis. Initialement, il comptait rejoindre l'UCLA après son diplôme. Il aurait apparemment voulu s'éloigner de ses parents, mais son père n'a pas soutenu cette décision. Après le meurtre de ses parents, Eric a engagé un entraîneur de tennis à plein temps et a commencé à progresser. Un ami de la famille qui se rappelait qu'Eric n'était pas assez bon au tennis pour devenir joueur de série, pensant qu'il voyait ce sport comme une échappatoire émotionnelle. Mais malgré cela, il s'est rendu en Israël au début de 1990 pour participer à une série de matchs, perdant finalement au premier tour dans les 2 tournois auxquels il a participé. Les frères ont choisi de ne pas vivre dans le manoir de leurs parents à Beverly Hills après leur décès. À la place, ils ont commencé à vivre dans des appartements mitoyens dans la communauté balnéaire de Marina del Rey. En plus d'être occupés par leurs ambitions respectives, Lyle et Eric voyageaient fréquemment, visitant le Royaume-Uni et les Caraïbes, et dînant dans des restaurants chers et exclusifs. Avant leur arrestation en 1990, ils avaient en dépensé environ 700 000 $, ce qui n'était pas inhabituel selon leur famille, car ils étaient déjà dépensiers avant le décès de leurs parents. Peu de temps avant leur arrestation, Craig Signorelli, le même ami d'Eric qui avait écrit le scénario avec lui, s'est présenté à la police pour leur dire qu'Eric lui avait avoué les meurtres. Selon le LA Times, Craig a déclaré qu'il avait rendu visite à Eric quelques jours après la mort de Kitty et José. Eric m'a regardé, s'est un peu détendu et a dit « Tu veux savoir ce qui s'est passé ?» Eric lui aurait dit qu'ils étaient à rentrer récupérer une fausse pièce d'identité pour aller au bar. Quand il est sorti de la maison, Lyle serrait les 2 fusils de chasse. Selon Craig, Lars a dit « Allons-y ». Eric a suivi les instructions de son frère et a tiré sur leur mère quand elle se levait du canapé. Craig a ajouté qu'il ne savait pas s'il allait dénoncer son meilleur ami après avoir entendu tout cela, mais qu'il a finalement décidé de le faire. La police a vite équipé Craig d'un micro pour enregistrer un aveu d'Eric, mais ce dernier a nié avoir tué ses parents quand Craig l'a interrogé. Finalement, cependant, toute la vérité a éclaté lorsque Eric a avoué à son psychologue de longue date, Jérôme Ozeal, qui en a ensuite parlé à sa petite amie, Judaline Smythe. À la suite de cet aveu, Ozeal a commencé à enregistrer ses séances avec les frères, et peu de temps après, à la suite de sa rupture avec Ozeal, Judaline a raconté à la police ce qu'elle savait. Lyle a été arrêté le 8 mars 1990 devant la maison familiale, tandis qu'Eric s'est rendu 3 jours plus tard après être rentré du tournoi de tennis en Israël. Le début du premier procès des frères Menendez a été retardé en raison d'un appel déposé après la décision selon laquelle les conversations enregistrées entre Eric et son thérapeute étaient recevables devant le tribunal.
En 1992, il a été jugé que la plupart des enregistrements étaient recevables, à l'exception de celui dans lequel Eric parlait des meurtres. En décembre de la même année, les deux frères ont été inculpés pour meurtre au premier degré de leurs parents. Bien que l'accusation ait tenté d'ajouter des circonstances particulières au chef d'accusation, à savoir que les meurtres avaient été commis pour un gain financier, il a été déterminé que cela n'était pas étayé par les preuves et cela a finalement été exclu des charges. Cependant, de nouvelles circonstances particulières, notamment le fait qu'ils aient tendu une embuscade, ont été ajoutées, les rendant passibles de la peine de mort. Le premier procès a commencé le 20 juillet 1993. Bien que les frères aient été jugés ensemble, des jurys distincts décideraient à la fin du procès. Les deux étaient représentés par Leslie Abramson et Jill Lansing, et l'histoire qu'ils ont racontée lors du procès était totalement inattendue, tragique et un choc pour beaucoup, mais pas pour tout le monde. Lyle et Eric ont témoigné qu'ils avaient tué leurs parents après avoir subi toute une vie de maltraitance de leur part, leur père, José, étant le pire des deux. Non seulement un perfectionniste critique et dur, mais les frères ont accusé leur père d'être un pédophile qui aurait agressé sexuellement Lyle dans son enfance entre 6 et 8 ans. Eric a déclaré que les abus avaient débuté à ses 6 ans et n'avaient jamais cessé. Bien plus tard, en 2017, Eric a été interviewé pour la série documentaire Les meurtres Menendez. Eric raconte tout. Pendant cette période, il a partagé certains des détails horribles de ses rencontres avec son père, déclarant qu'il lui demandait de le masser et de lui faire une fellation. Il me décrivait en détail comment il me tuerait si je m'enfuyais. Lyle a déclaré lors du procès qu'il avait une fois confronté son père à propos de ce qu'il soupçonnait qu'il faisait à son jeune frère lorsqu'il avait 13 ans, ce qui aurait fait qu'Eric avait environ 10 ans. Eric, quant à lui, a expliqué qu'à un moment donné, alors qu'il avait 17 ans, il avait tenté de refuser les avances de son père et que José avait réagi en lui mettant un couteau sous la gorge. Lors du procès, la défense a présenté plusieurs photographies de bébés garçons prises de la taille vers le bas. Lyle a allégué que les photos avaient été prises par leur père, bien que l'accusation ait soutenu qu'il n'y avait aucune preuve pour appuyer cela. Mais Lyle et Eric n'étaient pas les seuls à évoquer les abus de leur père. De nombreux membres de la famille, soupçonnant fortement la maltraitance, sont venus appuyer leur récit. La cousine des deux frères, Diane van der Molen, a témoigné qu'au milieu des années 70, alors qu'elle séjournait chez la famille, Lyle lui avait raconté ce qui lui arrivait. Lorsque Diane en a ensuite parlé à Kitty, celle-ci a défendu José et a accusé son propre fils de mentir. Par la suite, Kitty a envoyé Lyle à l'étage et Diane n'a plus jamais entendu parler de ce sujet. Un autre cousin, Andy Cano, se souvenait que lorsqu'il était enfant, Eric lui avait parlé des abus qu'ils avaient tous les deux décrits comme des massages génitaux. Un troisième cousin, Alan Anderson, a plus tard déclaré à 48 Hours que, bien qu'il n'ait jamais vu ni entendu parler des abus, il avait remarqué qu'en grandissant avec Lyle et Eric, il y avait de nombreuses occasions où José prenait une douche avec les deux jeunes garçons ou emmenait l'un d'eux dans une chambre pour passer du temps seul à seul. Alan a ajouté que Kitty lui interdisait toujours d'accéder à cet étage quand cela arrivait. Selon Eric, son frère ne savait pas que les abus continuaient jusqu'à ce qu'il le lui avoue, seulement quelques semaines avant les meurtres. Les tensions sont montées dans la maison à cette époque car José aurait menacé à plusieurs reprises les deux garçons de mort s'ils révélaient à qui que ce soit ce qui se passait. Dans les jours précédents le 20 août 1989, la tension n'a cessé de monter, au point que les deux jeunes hommes ont fini par croire que leurs parents pourraient essayer de les tuer. Car les frères voulaient dévoiler la situation. Ils ont acheté des fusils à pompe pour, selon eux, la légitime défense. Les deux ont déclaré au tribunal que, dans la nuit du 20 août, José avait fermé la porte du salon, où lui et leur mère regardaient la télévision. C'était, selon les frères, inhabituel. Soupçonnant que leurs parents complotaient leur mort, ils sont sortis charger leurs fusils de chasse. Eric a déclaré « Quand je suis entré dans la pièce, j'ai juste commencé à tirer ». L'accusation, quant à elle, a soutenu que la véritable raison pour laquelle les deux avaient tué leurs parents était qu'ils craignaient d'être sur le point d'être déshérités. Un ami de Lyle a dit aux enquêteurs que le jeune homme de 21 ans, une semaine après les meurtres, était revenu de Princeton en Californie pour effacer quelque chose sur l'ordinateur familial.
Ils ont dit que Laïl avait avoué que c'était un Nouveau Testament de son père. Un expert en informatique a aussi déclaré avoir été engagé par Laïl pour effacer toute trace du testament. L'accusation a également affirmé qu'Éric Menendez était confus quant à son orientation sexuelle au moment des meurtres et que c'était une autre raison pour laquelle les parents devaient être tués, car les tensions montaient autour de la question de savoir si Éric était hétérosexuel ou non. Éric aurait effectivement témoigné qu'il était vraiment confus au sujet de son identité sexuelle et a affirmé que son père l'avait insulté avec une injure homophobe et que sa mère lui avait donné une date limite pour qu'il se trouve une petite amie. Cependant, il a déclaré que les abus subis de la part de son père sont ce qui l'a amené à être confus sur la façon dont il s'identifiait. Il a ajouté que sa mère avait fait paraître le fait d'être gay pire que la mort. L'accusation a également présenté les enregistrements audio entre Éric et son thérapeute comme preuve au tribunal. Les frères n'ont pas évoqué les abus de leur père sur les enregistrements, mais ont parlé de son contrôle constant. Ils ont également qualifié leur mère de suicidaire, ce que l'ancien thérapeute de Kitty a confirmé lors du procès. Jérôme Orzeal a déclaré devant le tribunal qu'il ne croyait pas que les frères Menendez aient tué pour de l'argent, mais qu'ils l'avaient fait par haine et par désir d'être libres de la domination de leur père. Un message d'insuffisance et de normes impossibles. Les enregistrements ont également permis d'entendre Laïl déclarer que tuer leur mère aurait pu être une faveur, en mettant fin à sa misère. Cependant, la défense a affirmé qu'Orzeal manipulait et contrôlait le récit des frères en dirigeant les déclarations qu'ils faisaient. Son ex-petit ami, Jude Allen Smythe, a partagé ce sentiment, témoignant qu'Orzeal souhaitait contrôler les deux frères en enregistrant leurs séances. Malgré les efforts du ministère public et de la défense, un procès nul a été déclaré car les jurés n'ont pas pu s'accorder sur un verdict. Il a été rapporté que les deux jurys étaient indivisés selon le genre, les femmes plaidant pour un homicide volontaire et les hommes pour un meurtre au premier degré. Puisqu'aucun des deux camps ne voulait céder, un procès nul a été annoncé et un second procès a été programmé pour 1995. En octobre 1995, le second procès a commencé, mais les choses étaient un peu différentes cette fois-ci, puisqu'un seul jury a été utilisé et que Laïl a refusé de témoigner, la défense craignant qu'il ne se parjure. Laïl aurait notamment écrit à une ex-petite amie lors du premier procès pour lui indiquer comment témoigner. De plus, une accusation menée par David Kahn a réussi à s'opposer à une grande partie des preuves de la défense, dont la plupart concernaient les abus que les frères avaient subis de la part de leur père. L'accusation a qualifié l'argument selon lequel les frères avaient été tués en réponse aux abus d'excuses des abus, et a allégué que le duo mentait sur ce qu'ils avaient enduré. Le même juge, Stanley Weisberg, qui avait supervisé le premier procès, a également supervisé le second. L'accusation a fait de son mieux pour diaboliser les frères autant que possible, en montrant des photos d'autopsie et des images de la scène de crime, et en alléguant qu'ils étaient motivés uniquement par la cupidité, tandis que la défense soutenait que les deux étaient des victimes d'un système qui ne prenait pas au sérieux les allégations d'abus, en particulier celles impliquant des garçons et des hommes. L'avocate d'Éric, Leslie Abramson, qui est revenue pour le second procès, a soutenu que les deux avaient tué sous l'effet d'une peur paralysante et d'une montée d'adrénaline, déclarant que la défense vous prouvera qu'Éric a été torturé, terrorisé, exploité, agressé sexuellement et maltraité à un point tel qu'il vivait dans un état de peur permanent. L'accusation a affirmé qu'Éric était majeur et possédait une voiture. Il n'y avait aucune raison pour laquelle il n'aurait pas pu quitter la maison pour échapper à la colère de son père. Quand on lui a demandé pourquoi il n'avait pas rejoint l'armée, Éric a dit que cela ne l'aurait pas protégé, car il voyait tout son père comme l'homme le plus puissant qu'il connaissait. Éric a également admis qu'il savait qu'il avait été rayé du testament de son père parce que José le lui avait dit. Il paraît que José avait dit que c'était parce que son fils ne répondait pas à ses attentes. Un témoin notable de l'accusation était l'ex-petite amie de Lyle, Jamie Pisasic, qui a déclaré que Lyle lui avait d'abord raconté des histoires selon lesquelles la mafia avait tué ses parents. D'abord, elle a cru ses paroles, puis a cessé d'y croire et Lyle a tenté de la soudoyer pour qu'elle témoigne faussement au procès. Elle a aussi déclaré qu'en rendant visite à Lyle en prison, il lui avait proposé de l'argent pour qu'elle accuse son père d'avance sexuelle.
L'accusation a conclu le deuxième procès en affirmant que les histoires racontées par les frères Menendez étaient les plus absurdes et ridicules qu'un tribunal ait jamais entendues. La défense a soutenu qu'Eric souffrait de troubles de stress post-traumatique et que sa condamnation serait la tragédie ultime. Cette fois, l'accusation a gagné. Lyle et Eric ont tous deux été reconnus coupables de 2 chefs de meurtre au premier degré avec circonstances spéciales pour avoir tendu une embuscade, ainsi que de complots en vue de commettre un meurtre. Ils ont été condamnés à la perpétuité sans libération conditionnelle. En réfléchissant en 2024, Lyle a déclaré « En repensant au procès, Eric, moi et notre famille pensions que nous allions être jugés pour homicide involontaire, avec un procureur qui comprenait l'impact traumatique que la violence sexuelle crée chez une personne, et nous avons fini avec la même peine qu'un tueur en série. » Pendant plus de 20 ans, les frères ont été emprisonnés séparément, à environ 800 km l'un de l'autre. Eric a été envoyé au centre correctionnel Richard J. Donovan, dans le comté de San Diego, tandis que Lyle a été incarcéré à la prison d'État de Mule Creek à Ione, en Californie. Même séparés, ils échangeaient souvent des lettres. En 1996, Lyle a déclaré « Nos débuts en prison ont été extrêmement douloureux. Mon frère a même fait une grève de la faim pour nous garder ensemble. » Ce n'est qu'en 2018 que les 2 frères ont été réunis. Lorsque Lyle a été transféré au centre correctionnel Richard J. Donovan et qu'Eric l'a rejoint dans son unité spécifique peu de temps après. Ils auraient éclaté en sanglots lorsqu'ils se sont retrouvés face à face à nouveau. En juillet 1996, Lyle a épousé sa première femme, Anna Erickson. La cérémonie a eu lieu en présence de l'avocat d'Eric et de leur tante, Martha Menendez. Cependant, l'union fut de courte durée, et en 2001, après 5 ans ensemble, le couple a divorcé lorsque Anna a découvert que Lyle avait une liaison. En novembre 2003, il a épousé Rebecca Sneed, une avocate qu'il connaissait depuis environ 10 ans avant leur union. Lyle a parlé de son besoin de se sentir fier de ce qu'il fait de sa vie, même derrière les barreaux, déclarant « En 2024, il a obtenu une licence en sociologie grâce au programme universitaire pour détenus de l'Université de Californie. Il poursuit actuellement un master en urbanisme. 6 ans plus tôt, il a fondé ce qui est décrit comme une initiative de réforme et d'embellissement des prisons appelée le projet Espace Vert, qu'il espère rendre les prisons plus vivables et positives en plantant de la verdure et en peignant des fresques murales sur les murs. Lyle a déclaré qu'il porte encore la culpabilité de la mort de ses parents, en notant « Cette tragédie restera toujours la chose la plus bouleversante et la plus regrettable qui me soit jamais arrivée dans la vie. On ne peut fuir les souvenirs, et j'ai cessé d'essayer depuis longtemps. » Pendant ce temps, Eric s'est aussi marié. En 1999, il a épousé Tammy Ruth Succoman. En 2005, elle a autopublié un livre intitulé « Il disait qu'on n'y arriverait jamais ». Ma vie avec Eric Menendez. Il affirme que son mariage lui apporte paix et joie. Eric s'est mis à la peinture en prison et a même offert un portrait à l'humoriste Kathy Griffin. Repensant à sa détention, il a déclaré que son arrestation avait été un soulagement. Ma vie était finie et j'en étais heureux. Une fois arrêté et mis en prison, la personne que j'étais a commencé à réapparaître. J'ai dû la retrouver par moi-même. Il a déclaré que lui aussi ressent des remords pour les meurtres, en notant « Je voulais remonter le temps. Je voulais reprendre tout ce que Lyle et moi avions fait. » De nombreux membres de la famille des frères leur sont toujours fidèles. La propre sœur de Kitty a déclaré qu'elle pense que les 2 auraient dû être accusés d'homicide involontaire, et non de meurtre au premier degré. Johan Anderson van der Molen, aujourd'hui âgé de 92 ans, affirme que les actes de son neveu étaient tragiques, précisant qu'ils n'étaient que des enfants brutalement maltraités. Cependant, au moins un membre de la famille, le frère de Kitty, Milton Anderson, a déclaré que les 2 étaient des tueurs de sang-froid qui devraient être restés en prison pour leur acte odieux. Il ne croit pas aux allégations de maltraitance des frères, mais pense qu'ils étaient motivés par l'argent. En 2023, une évolution dans l'affaire a commencé lorsque leurs avocats ont déposé une requête auprès du tribunal en mai de cette année-là.
La requête mentionnait de nouvelles allégations portées contre José par une tierce partie sans lien avec l'affaire, ainsi qu'une lettre récemment découverte qu'Éric avait écrite à un cousin 8 mois avant les meurtres. La nouvelle allégation a émergé après la diffusion de la série documentaire de Peacock, Menendez et Menudu, Garçons trahis. Menudu était un groupe avec lequel José avait été en contact pendant son passage chez RCA Records, et un membre, Roy Rosello, avait rejoint le groupe à l'âge de 13 ans. Au moment de son apparition dans la série documentaire, il avait 51 ans et il a allégué qu'à l'âge de 14 ans, il avait été drogué et agressé sexuellement par José dans son manoir. Roy a déclaré « Je sais ce qu'il m'a fait dans sa maison ». Dans la série documentaire, il a montré une photo de José et a dit « C'est cet homme-là qui m'a violé ». C'est le pédophile. Pendant ce temps, la lettre envoyée au cousin d'Éric, 8 mois avant les meurtres, a été retrouvée par la sœur de José, Martha Cano. Elle avait été envoyée à son fils défunt, Andy, et disait en partie « J'ai essayé d'éviter papa. Ça continue, Andy, mais c'est pire pour moi maintenant. Je ne peux pas l'expliquer. Il est si en surpoids que je ne supporte pas de le voir. Je ne sais jamais quand ça va arriver et ça me rend fou. Chaque nuit, je reste éveillé en pensant qu'il pourrait entrer. Je dois arrêter d'y penser. Je sais ce que tu as dit, mais j'ai peur. Tu ne connais pas papa comme moi. Il est fou. Il m'a prévenu des centaines de fois de ne rien dire à personne, surtout à Laïl. La requête déposée par les avocats des frères indique que les nouvelles preuves montrent non seulement que José était un homme violent et abusif, mais suggèrent fortement qu'en réalité, il abusait encore d'Éric Menendez aussi tard qu'en 1988. Elle ajoute également qu'au lieu d'un meurtre, le crime était un homicide involontaire. Les meurtres ont eu lieu en légitime défense imparfaite après une vie d'abus physiques et sexuels infligés par leurs parents. Les deux frères se sont récemment confiés dans un nouveau documentaire Netflix, simplement intitulé « Les frères Menendez », qui est sorti le 7 octobre. Dans ce documentaire, Éric a expliqué que son père aimait ses enfants, mais qu'il pensait que son amour devait se mériter. Donc, pour être aimé de lui, nous devions être dignes de cet amour, et souvent, cela signifiait passer par la souffrance. Éric a également déclaré qu'une idée reçue majeure à son sujet était qu'il n'aimait pas ses parents. C'est tout le contraire de la vérité. Ma mère me manque énormément. J'aimerais pouvoir revenir en arrière, lui parler, la prendre dans mes bras, lui dire que je l'aime, que je voulais qu'elle m'aime, qu'elle soit heureuse avec moi, qu'elle soit heureuse que je sois son fils, et ressentir cette joie et cette connexion. Penser à son père, cependant, était beaucoup plus difficile. Je l'idolâtrais simplement, je voulais être comme lui, mais il était rarement un père. Au moment de la rédaction de ce script, à la fin du mois d'octobre 2024, il n'y a eu aucune nouvelle mise à jour, sauf que le procureur du comté de Los Angeles examine actuellement les nouvelles preuves dans l'affaire. Une audience au tribunal est prévue pour le 26 novembre.